sur les cinétiques d'extraction liquide-liquide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, ici, le problème fondamental qui va nous occuper aujourd'hui est le suivant. Donc, on a une phase aqueuse et une phase organique qui sont non miscibles. Un soluté, un ion métallique, pour nous en général, est présent initialement dans l'une des phases et on souhaite le transférer dans l'autre phase. La phase organique contient un extractant qui est symbolisé ici en rouge à droite. Le problème fondamental donc, est la description du partage du soluté à l'équilibre entre les deux phases. On peut faire d'emblée des remarques sur ces deux types de phases. D'abord, les phases aqueuses sont désormais plutôt bien connues en général. Leur structure a été étudiée depuis longtemps. On a des interactions fortes entre les constituants ioniques, c'est-à-dire des forces électrostatiques entre les ions, des forces entre les ions et les dipôles de l'eau qui mènent à l'hydratation des ions. On a aussi un phénomène d'association éventuelle des ions, par exemple dans les solutions de sulfate de zinc, entre Zn2+ et SO4-. On a aussi de l'association dans la soude et dans l'acide nitrique, etc. On peut remarquer que la dissociation des sels dans l'eau avait valu à Van 't Hoff et à Arrhenius les prix Nobel en 1901 et 1903. Donc, ces connaissances remontent à une centaine d'années, on pourrait dire presque seulement une centaine d'années, car c'est relativement proche par rapport à d'autres sciences. En ce qui concerne les phases organiques après extraction, on sait que celles-ci ne peuvent contenir que des espèces neutres, car la basse constante diélectrique des solvants organiques, en général, conduit forcément à la formation d'espèces neutres par association des ions. Un ion ne peut pas exister sous forme libre, par exemple, dans un hydrocarbure. On ne parle pas ici, bien sûr, de solvants comme des alcools ou l'acétonitrile, qui ont des constantes diélectriques assez élevées pour ioniser partiellement des sels, mais ne sont pas utilisées, en tout cas à ma connaissance, pour l'extraction liquide-liquide. L'association des ions en phase organique mène alors à la formation de complexes. Et l'originalité de ces phases organiques est que ces complexes ont une composition et une structure incertaines, en général, à part les complexes majoritaires qui sont souvent mis en évidence. On verra ça un petit peu plus tard. Une autre originalité de ces phases organiques d'extraction est que les autres composés de la phase aqueuse sont aussi souvent extraits en plus de l'ion métallique et de son contre-ion, c'est-à-dire d'autres électrolytes, comme par exemple un acide qui peut être utilisé comme électrolyte support, et aussi de l'eau qui est extraite de la phase aqueuse. Enfin, on peut imaginer que ces complexes interagissent et qu'ils interagissent de façon pas forte, en fait, par des forces à assez courte portée. Ces interactions ne peuvent pas être fortes entre, par exemple, un complexe grand A et un complexe grand B, parce que si elles l'étaient, cela donnerait bien sûr naissance à un complexe A plus B, et on ne pourrait plus parler de complexe A et B individuel. Par contre, on ne connaît pas l'intensité de ces forces. On ne sait pas les décrire et on n'a pas de moyens pour les déterminer. Donc, une représentation de ces phases organiques, ça pourrait être celle-ci qui est représentée sur ce schéma, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que la phase organique est composée d'amas globulaires de taille et de composition inconnues et qui interagissent selon des forces plutôt faibles. On peut aussi remarquer qu'il est difficile, voire impossible en général, d'obtenir par l'expérience des informations sur les propriétés thermodynamiques des phases organiques. Ainsi, on ne peut pas, en tout cas à ma connaissance, acquérir des données de coefficient d'activité, par exemple par force électromotrice de pile, comme pour les phases aqueuses, ou des données de coefficient osmotique, par exemple par mesure de pression de vapeur. Car celles-ci, les pressions de vapeur pour les phases organiques, sont trop basses en général à température ambiante, en tout cas pour les solvants organiques employés en extraction liquide-liquide, comme par exemple les hydrocarbures. Alors pour toutes ces raisons,
ces phases, on peut dire que ces phases sont plus difficiles à modéliser que les phases aqueuses. Par contre, on peut obtenir des informations expérimentales qui sont les suivantes. Alors, bien sûr, on peut, après extraction à l'équilibre, prélever chacune des phases et établir leur composition par dosage. À partir de là, on pourra espérer déterminer la stéchiométrie du complexe majoritaire formé, là je représentais ici sur cet équilibre, en employant la méthode bien connue qui s'appelle la méthode des pentes, dans laquelle on trace le coefficient de partage D, ici, en fonction de la concentration en extractant en phase organique, et le tout en échelle logarithmique. Alors, avec un peu de chance, on obtient une droite dont la pente est entière et donne le nombre de molécules d'extractants présents par complexe extrait. Alors, comme exemple de système d'extraction, on peut citer le cas d'ion métallique extrait par le HDEHP, qu'on appelle aussi couramment D2HPA, qui est l'acide di-2-éthylhexyle phosphorique et que l'on va dénoter ici par HX. Alors, dans le cas de l'extraction du cobalt et du nickel, que j'ai décrit ici, les complexes suivants ont été identifiés par deux groupes d'auteurs différents, le premier en 80, le second en 83. Et vous voyez qu'ils ont identifié des nombres différents de molécules d'extractants par complexe. Et ça c'est dû au fait que dans le groupe d'Anési, les seconds auteurs, on avait pris en compte la non-idéalité du dimère HX2. Donc, quand on exploite des données expérimentales comme ça, il faut faire attention. Cette simple non-idéalité entraîne des conséquences importantes sur la stéchiométrie des complexes. Alors ici aussi, on peut voir que le HDHP est capable d'extraire l'europium et l'américium. Donc, ça pouvait être intéressant pour l'industrie nucléaire. Alors, j'évoque ici aussi le cas de l'extraction du zinc par la dictysone, qui est un système de référence intéressant pour l'étude des cinétiques d'extraction, liquide-liquide, et le cas de l'extraction de l'uranyle et du plutonium par le phosphate de tributyle, qu'on écrit en général dans TBP, tributylphosphate, et ces complexes impliquaient ici deux molécules de TBP par complexe. Donc, maintenant, je vais avoir le plaisir de donner la parole à deux éminentes collègues qui travaillent à Marcoule. Alors, la première est Laurence Berton, qui est ingénieure CEA, et la seconde, Magali Duvail, qui est chercheuse CNRS à l'Institut de chimie séparative de Marcoule, qui touche le centre de recherche de Marcoule. Alors, j'ai invité Laurence et Magali pour nous parler respectivement des méthodes expérimentales et des méthodes de simulation pour l'étude des phases organiques d'extraction. Elles vont nous parler de ces questions bien mieux que j'aurais pu le faire. Et c'est pour cette raison que je les ai invitées ici et je les en remercie chaleureusement. Voilà, donc je donne la parole d'abord maintenant à Laurence. Si tu peux prendre la main. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Oui. Merci, très bien. Donc, comme Jean-Pierre vous l'a dit, donc moi je travaille à Marcoule au laboratoire Lila, qui est le laboratoire des interactions ligandes-actinides. Et aujourd'hui, je vais vous parler du genre d'études qu'on fait au laboratoire pour faire des études de spéciation en phase organique et un petit peu les méthodologies qu'on utilise. Ah ben, ça ne va pas défiler. Si, voilà, je trouvais. Donc,
comme Jean-Pierre a décrit l'extraction liquide-liquide, je vais aller très vite. En fait, ce que je voulais juste vous rappeler, c'est que pour développer un procédé ou simuler ces données macroscopiques, il est nécessaire de faire des études de spéciation à différents niveaux. Au niveau moléculaire, pour identifier les complexes extractants solutés métalliques. Aussi au niveau plus supramoléculaire, c'est-à-dire l'agrégation des solutions, puisque en fait l'agrégation des solutions est généralement responsable des formations de troisième phase, c'est-à-dire la démixtion d'une phase organique en deux phases organiques distinctes. Et si on veut recycler le solvant dans un procédé, c'est aussi nécessaire d'étudier les produits formés, les produits de dégradation formés dus à l'hydrolyse par exemple, ou la radiolyse si on travaille avec des radioéléments, pour pouvoir les éliminer et proposer un traitement solvant. Mais aujourd'hui, je vais plus me focaliser sur l'identification des complexes extractants ligands métalliques. Donc, c'est-à-dire identifier les espèces, les complexes, donc métal, formés avec des ligands en phase organique. Donc, Jean-Pierre a parlé de la méthode d'analyse des pentes. En fait, depuis les années 50, les gens identifient ces complexes généralement par mesure d'isotherme d'extraction. Ils utilisent la méthode de l'analyse des pentes depuis très longtemps pour essayer d'avoir le nombre d'extractants par cation pour remonter à la stoichiométrie, mais il faut quand même savoir qu'il faut se placer dans des conditions expérimentales qui sont très spécifiques et ce n'est pas toujours le cas dans les solutions réelles, on n'est pas toujours dans les mêmes conditions. Une autre façon de faire est aussi faire des acquisitions d'isothermes, mais pour une concentration donnée en extractant, on va essayer de saturer notre extractant en soluté et analyser la solution donc, avec une concentration maximum à saturation. Dans ce cas-là, on va déterminer une stoichiométrie limite. Mais depuis, je dirais, les années 90, les phases organiques sont de plus en plus analysées directement par des techniques spectroscopiques pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives sur les espèces formées en solution. Et plus récemment, ces approches expérimentales sont couplées avec des études de modélisation moléculaire pour aller plus loin dans l'interprétation des données expérimentales. C'est un petit peu ce qu'on a mis en place au laboratoire et que je vais essayer d'illustrer. Donc, je vais vous présenter 3 exemples de systèmes chimiques pour vous montrer un petit peu la démarche qu'on adopte pour avoir des informations le plus précises possible sur la spéciation des espèces en phase organique. Donc, le premier exemple, c'est l'extraction de l'uranium et du plutonium par les monoamides. Donc, les monoamides sont des ligands très intéressants puisque lorsqu'on va modifier leur groupement alkyle, R1, R2, R3, on va aussi modifier leur affinité ou leur sélectivité d'un cation vis-à-vis d'un autre. Par exemple, ici, je vous ai mis les propriétés extractantes, donc le coefficient de distribution de l'uranium et du plutonium en fonction de l'acidité pour 2 monoamides différents, mais qui ne diffèrent que par le groupement porté sur le groupement carbonyl. Dans un cas, on a une chaîne propyle linéaire et dans l'autre cas, on a une chaîne isopropyle. Ce qu'on peut voir, c'est que dans le cas donc, de DEH-BA, la molécule avec une chaîne propyle linéaire, on a une bonne extraction du plutonium. À forte acidité, les coefficients de distribution sont supérieurs à 10. Et dans le cas de la molécule qui porte une chaîne ramifiée, on a des coefficients de distribution qui sont beaucoup plus faibles, qui sont de l'ordre de 0,1. Donc, il était intéressant de comprendre ces différences de comportement. Donc, premier genre d'analyse qu'on peut faire, c'est l'enregistrement des spectres UV visibles de la phase organique après extraction de plutonium. Donc déjà, au premier coup d'œil, on voit qu'on obtient des spectres différents. Donc ces spectres UV nous donnent des informations sur l'environnement du plutonium. Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction d'un ligand à l'autre, l'environnement du plutonium est différent. Donc pour aller plus loin dans la compréhension, donc des études ont été réalisées au laboratoire. Donc là, j'ai mis le nom de mes collègues, en fait, Christelle Tamin qui fait plutôt de la cristallographie, Thomas Dumas, qui lui est plutôt spécialisé en spectroscopie d'absorption X, et Dominique Guillaumont, qui fait des calculs de chimie théorique. Donc, l'idée, dans un premier temps, c'était de faire des molécules modèles, des composés modèles. Donc,
monocristaux de plutonium avec des monoamides à chaîne courte ont été réalisés. On a pu, comme ça, avoir des informations précises sur la sphère de coordination du plutonium. Donc, on a vu que le plutonium était entouré de 4 nitrates et 2 ligands monoamides. Donc, ces composés modèles ont ensuite été analysés par spectroscopie d'absorption X. Donc, à l'état solide, en solution dans le toluène, et les spectres obtenus ont été comparés avec les deux solutions des molécules extractantes qu'on a vues précédemment. Donc, la spectroscopie d'absorption X va nous permettre de sonder l'environnement proche de l'atome absorbant, donc du plutonium dans ce cas-là. Donc, on aura des informations sur la distance des proches voisins. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que le composé modèle, donc solide et en solution, donnait les mêmes spectres et que dans le cas du monoamide à chaîne linéaire, on avait encore les mêmes complexes. Par contre, dans le cas du DEH-IBA, les spectres étaient différents. Donc, pour aller plus loin, essayer de comprendre, les structures de ces composés modèles ont été optimisées en utilisant les deux ligands DEH-BA et DEH-IBA par chimie quantique. Et des spectres exacts ont été calculés pour ces deux molécules. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans le cas du DEH-BA, donc les spectres exacts ont été calculés en faisant l'hypothèse du complexe qu'on a vu à l'état solide, c'est-à-dire un plutonium entouré de 4 nitrates et 2 ligands. Donc, on voit que dans le cas du DEH-BA, on avait un bon accord entre les données expérimentales et les données calculées. Par contre, dans le cas du DEH-IBA, on avait un mauvais accord. Donc, il a fallu envisager d'autres complexes. Donc, on sait qu'à forte acidité, le plutonium peut être présent sous la forme d'hexanitrato de plutonium. Donc, des complexes de stoichiométrie, donc faisant intervenir l'hexanitrato de plutonium et le ligand monoamide ont également été optimisés, calculés, et on peut voir ici qu'on a un bon accord entre les spectres calculés et les spectres expérimentaux en considérant le mélange de ces deux espèces. Donc, ça nous permet donc de relier les propriétés extractantes, la différence de propriétés extractantes d'un monoamide à l'autre, avec la spéciation phase organique. Donc, on explique la différence de propriétés extractantes par la nature des complexes qui est différente. Donc là, on voit un petit peu un apport de la chimie théorique pour nous aider à interpréter les résultats. Donc, le deuxième exemple, c'est le cas d'un procédé plus complexe. Par exemple, le procédé EXAM qui est utilisé qui est développé au CEA pour l'extraction de l'américium seul. Et ce procédé, il utilise deux extractants, un extractant solvatant, un malonamide, que j'ai appelé BMDOHEMA, et un acide alkyle phosphorique, HDEHP, que Jean-Pierre a présenté là tout à l'heure. Et en phase aqueuse, suivant les différentes étapes du procédé, on va avoir soit des complexants ou des tampons ou un mélange des deux. Et pour illustrer un petit peu le comportement de ce mélange extractant, je vous ai tracé les coefficients de distribution donc, de l'américium en fonction de l'acidité pour les deux extractants pris séparément, donc un malonamide, le HDEHP, et pour le mélange extractant. Et on voit bien qu'en fait, en fonction des conditions expérimentales, le comportement donc, du mélange est différent du comportement des extractants seuls. Dans certains cas, on a un synergisme. On a même des zones où on a un petit effet antagoniste. Donc, l'idée, c'était d'identifier les espèces en fonction des conditions expérimentales. Donc, par exemple, là, on a tracé un isotherme d'extraction du néodyme. Donc, néodyme en phase organique, en fonction du néodyme en phase aqueuse, on voit les données pour le mélange extractant et les deux extractants séparément. Et on voit qu'on a un synergisme. Donc, pour pouvoir développer un procédé, il faut identifier le complexe. Donc, on a ensuite caractériser les espèces. Donc, dans un premier temps, on a extrait un cation lanthanide par l'extractant HDEHP. On a caractérisé les solutions organiques par une panoplie technique. Ensuite, on a rajouté le malonamide et on a regardé ce qui se passait et quelles espèces ont formé au final pour après proposer une stoichiométrie à cette espèce-là. Donc là, je vais juste vous donner chaque indice, les indices que chaque technique nous ont donnés. Par exemple, on utilise l'infrarouge.
donc une spectroscopie vibrationnelle, pour obtenir des informations sur les fonctions de la molécule extractante engagée dans le complexe. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que quand on a rajouté un malonamide au complexe diamide H2HP, on avait une diminution des bandes de PO du H2HP engagées dans le complexe. Ensuite, on a utilisé des spectroscopies donc de fluorescence et UV visible. Et on a enregistré les spectres, toujours pareil, en ajoutant du malonamide. Et on voit donc qu'on a des modifications spectrales lorsqu'on rajoute le deuxième extractant. Et en déconvoluant les spectres, on a pu arriver, notamment les spectres visibles, c'était dans le cas du néodyme, on a pu déterminer la proportion des deux espèces. On a également utilisé la spectroscopie RMN, notamment la RMN du phosphore, et qui nous permet de différencier le phosphore donc, du ligand libre et du ligand engagé dans le complexe. Donc ensuite, par l'intégration des pics, on a pu remonter à la quantité, c'est-à-dire à la stoichiométrie du complexe, au nombre de ligands liés à un cation. Et on voit toujours pareil que quand on rajoute du diamide, on avait une diminution donc, du nombre de phosphore engagé dans le complexe avec le cation lanthanide. Et enfin, on a utilisé la spectrométrie de masse à ionisation électrospray, qui nous permet là d'avoir des informations sur les ions en phase gaz après nébulisation de la solution. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est que chaque fois, le néodyme, donc quand on avait la solution de H2HP seul, en haut, on avait donc les complexes qui contenaient jusqu'à 6 H2HP, donc 3 déprotonés et 3 protonés, mais que quand on ajoutait du diamide, on avait à chaque fois les deux extractants qui étaient liés au néodyme, enfin, qui étaient dans un environnement proche du néodyme. Donc, à partir de là, on a fait des hypothèses et on a pu proposer donc un complexe suivant dans lequel on avait nos molécules de H2HP liées au cation et molécules de diamide. Donc ensuite, pour vérifier la stabilité de ce complexe, donc ces complexes ont été optimisés par DFT et on a vu qu'ils étaient relativement stables, donc ça nous a permis de proposer ce genre d'espèces. Donc, dans le cas du procédé examen qui est relativement complexe, donc il a fallu faire d'autres études en rajoutant les complexes en phase aqueuse et ainsi de suite pour après pouvoir proposer des équilibres d'extraction. Et le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est le rôle des modificateurs de phase. Donc, au début, je vous ai dit, quand on extrait de fortes concentrations de lanthanide, enfin de fortes concentrations de soluté, on peut avoir formation d'une troisième phase, c'est-à-dire que la phase va se séparer en deux et on aura deux phases distinctes. Et généralement, dans les procédés, pour éviter ces phénomènes, les expérimentateurs rajoutent une molécule, ils rajoutent de l'octanol en se disant je mets 5% d'octanol, ma solution sera homogène, j'ai plus de formation de troisième phase. Et si on regarde, 5% d'octanol, ça représente 0,32 mol par litre. Donc 0,32 mol par litre, c'est quand même une concentration qui est importante. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Que devient l'octanol? Quel est son rôle? Et là aussi, donc, on a caractérisé donc, des solutions organiques après extraction donc, de fortes concentrations de soluté et en ajoutant ou pas l'octanol pour voir la différence et quel était son rôle. Donc, ces solutions, donc, dans ce cas-là, c'est en utilisant l'extractant TODGA, donc je vous ai mis la formule ici. Donc, ces solutions ont été caractérisées par des études expérimentales couplées avec des études de dynamique moléculaire. Donc, je vous ai résumé ici les données expérimentales. D'un point de vue de la spectroscopie visible, on n'a pas vu énormément de différence sur les solutions qui contenaient ou pas d'octanol. La spectromasse nous a indiqué qu'en présence d'octanol, la stoichiométrie des complexes était plus faible. On avait moins de molécules d'extractant par cation néodyme. Et des études de diffusion de rayons X sous petits angles nous ont montré que quand on mettait de l'octanol, on avait une modification de l'agrégation, on avait une diminution de l'agrégation. Donc, ces études étaient couplées avec de la dynamique moléculaire. Et donc, j'ai extrait quelques structures qui étaient obtenues dans les boîtes.
de dynamique, on peut voir que, donc, par exemple, pour une phase organique qui avait extrait 0,02 mol par litre de néodyme, on était 0,2 mol par litre en extractant. On formait des espèces dans lesquelles le néodyme était entouré de 1 à 3 molécules de taux de GA, environ 3 nitrates, et on pouvait avoir jusqu'à 2 molécules d'eau dans la sphère de coordination. Lorsqu'on augmente la concentration de néodyme, globalement, la stoichiométrie moyenne dans la solution, enfin l'environnement moyen du néodyme dans la solution était peu modifié, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des ponts nitrates, qu'on avait des espèces beaucoup plus agrégées et que 2 néodymes étaient reliés par des ponts nitrates. Par contre, dans le cas de la solution qui contenait l'octanol, donc le dernier transparent, on a vu que le rôle de l'octanol, il était quand même important puisque les molécules d'octanol étaient directement coordonnées au cation néodyme et qu'elles pouvaient remplacer soit des molécules d'eau, soit une molécule d'extractant et que les espèces formées étaient beaucoup moins agrégées. Donc, souvent dans les procédés, on ajoute un modificateur de phase en se disant qu'il a peut-être peu d'impact sur la stoichiométrie des espèces, mais en fait, ces études montrent que les modificateurs de phase, ils ne sont pas anodins et qu'on peut avoir un changement de la sphère de coordination du cation métallique. Donc, je voudrais juste conclure en disant que pour décrire les équilibres d'extraction, c'est nécessaire de prendre toutes les espèces en compte, les complexes moléculaires, les agrégats, mais également les espèces formées en présence de modificateurs de phase. Donc voilà, je vous remercie et je voulais remercier tous les gens du laboratoire puisqu'en fait, je suis un petit peu le porte-parole de tous mes collègues. Donc, je repasse la parole à Jean-Pierre, peut-être Magali. Oui, à Magali, oui. Ok, donc je vais partager. Oui. Il faudrait que tu arrêtes de partager ton écran, en fait, Laurence. C'est ce que j'essaye de faire. Normalement, tu peux prendre la main, Magali. Oui. Oui, c'est bon. Vous voyez. Tu es en mode présentation, là, je crois encore. Comme ça, c'est bon? C'est bon? Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait à l'Institut de chimie séparative de Marcoule. Donc, on est sur le site de Marcoule, mais à l'extérieur du site de Marcoule. On est localisé ici. Donc, ça, c'est le site de Marcoule. Et je vais vous présenter un peu tout ce qu'on fait sur les modèles prédictifs qu'on établit pour pouvoir comprendre l'extraction liquide-liquide en utilisant des approches multi-échelles. Alors, voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que si on repart de l'équation de l'équilibre chimique lors de l'extraction, donc d'une part, dans la phase aqueuse, on va avoir les ions qu'on va vouloir extraire avec leurs contre-ions et des molécules d'eau. On va mettre cette phase aqueuse en contact avec une phase organique qui va contenir des molécules extractantes et on va former des agrégats en phase organique dans lesquels vont être extraits les métaux. Et si on regarde un peu cet équilibre, on s'aperçoit que la constante d'association, comme l'a dit Jean-Charles tout à l'heure, elle n'est pas en fait en fonction des concentrations, mais elle est en fonction des activités. Donc, elle a fait introduire les coefficients d'activité de chaque espèce. Alors, généralement, pour modéliser d'un point de vue génie chimique, c'est les isothermes d'absorption qu'on peut calculer. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi, j'ai une barre là. Non? Oui, on voit bien, on voit bien. OK. On a généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de modéliser ces isothermes juste autour du point de fonctionnement en considérant plusieurs équilibres. Par exemple, pour le procédé Purex, on va en considérer à peu près une quarantaine et on va généralement négliger les coefficients d'activité en phase organique parce qu'on a du mal à les connaître expérimentalement et en fait, on a juste vraiment le modèle autour du point de fonctionnement. C'est-à-dire que dès qu'on va commencer à changer un peu
le procédé, il va falloir tout recommencer et refuter. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir prédire vraiment tous les mécanismes qui sont impliqués en utilisant une modélisation multi-échelle sans être obligé à chaque fois de refuter autour du point de fonctionnement. Donc, pourquoi la modélisation multi-échelle? Tout d'abord parce qu'elle permet de comprendre tous les procédés qui vont être impliqués, que ce soit de la plus petite échelle, de l'échelle de la chimie quantique, comme on l'a vu tout à l'heure avec Laurence, jusqu'à l'échelle vraiment du génie chimique, avec un côté pour être plus sûr pour les installations, typiquement pour essayer de comprendre les phénomènes de troisième phase, comme l'a présenté Laurence. Ça nous permet aussi d'accéder à différents états de la matière qui sont difficilement accessibles expérimentalement. Typiquement, quand on veut faire des expériences sur les actinides, c'est toujours plus simple en fait, de le faire par la modélisation que par les expériences. Et ça permet également de pouvoir peut-être améliorer les modèles de génie chimique en pouvant proposer des paramètres d'entrée qui vont être issus de modélisation aux échelles inférieures. Donc, typiquement, ce qu'on fait nous au laboratoire, c'est qu'on fait un peu de chimie quantique, beaucoup de modèles moléculaires, typiquement par dynamique moléculaire, et on essaye en fait de comprendre ce qui se passe au niveau du génie chimique et de ce qui se passe dans les usines. Et pour ça, en fait, on est obligé d'établir des modèles, de développer des modèles mésoscopiques pour pouvoir justement faire le lien entre l'échelle moléculaire et le génie chimique. Donc, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait dans chaque phase, brièvement. Donc, si on s'intéresse à la phase aqueuse, on va s'intéresser, donc toujours ici, en fait, si on revient à cette équation-là, pour essayer d'avoir accès à la constante de réaction, ce qu'il nous faut, c'est connaître les coefficients d'activité des ions en solution. Et donc, c'est ce qu'on fait dans la phase aqueuse. Non, j'étais trop vite. Donc, typiquement, on a développé ces dernières années un modèle qui permet de calculer directement, à partir des simulations de dynamique moléculaire, les propriétés thermodynamiques qui vont être utiles pour le génie chimique. Alors, on a essayé plusieurs modèles. Le dernier modèle qu'on a développé, en fait, on s'est dit, alors expérimentalement, les mesures de coefficient d'activité, elles sont mesurées par osmométrie, où on va regarder le flux de solvant entre une phase pure en eau et une phase qui va contenir les ions, et on va calculer la différence de pression osmotique et on va accéder au coefficient d'activité. Et on s'est dit, en fait, pourquoi pas faire ça en fait, directement par simulation dynamique moléculaire. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis en contact ici une phase aqueuse qui contient de l'eau et des ions, et une phase gazeuse. Et en fait, on regarde l'équilibre entre les molécules d'eau, entre la phase aqueuse et la phase gaz. Et juste en comptant le nombre de molécules d'eau qui passent de la phase aqueuse vers la phase gaz, on peut directement remonter à l'activité du solvant. Et donc, on voit ici qu'on a un très bon accord entre les données expérimentales et la simulation. Et connaissant l'activité du solvant, on peut calculer les coefficients osmotiques. Donc là également, un très bon accord entre la simulation et les expériences. On voit d'ailleurs qu'on a un meilleur accord à forte concentration pour un problème de statistique, en fait, parce que plus la concentration va être faible ici, moins le nombre de molécules d'eau qui va passer en phase gaz va être important. Donc, en fait, on va compter nettement moins de molécules d'eau et la statistique sera un peu moins bonne. Et connaissant les coefficients osmotiques, on va pouvoir calculer directement les coefficients d'activité. Donc ici, on a le cas d'un sel de nitrate de néodyme, je crois, mais on voit qu'on a un très bon accord entre les expériences et la théorie. Donc cette méthode-là, elle marche bien, elle marche pour un grand nombre de systèmes. On a essayé sur différents types d'ions, donc sur 3 sels de nitrate, sur du nitrate d'europium, sur du nitrate de calcium et du nitrate de sodium. Donc, pourquoi ces trois cations? En fait, c'est juste parce qu'ils ont à peu près la même taille de rayon ionique. Donc, on garde une taille de rayon ionique qui est à peu près identique en changeant en fait la charge. Europium 3+, calcium 2+, et sodium+. Et on voit qu'on a un très bon accord entre les expériences et la théorie. Et cette méthode-là, elle nous permet également de valider nos champs de force qu'on utilise pour la dynamique moléculaire, puisque en fait, souvent, on peut développer des champs de force en se basant uniquement sur la structure et rater en fait tout le côté thermodynamique.
qui pourrait être important ensuite pour la suite. Là, j'avais donné l'exemple entre deux champs de force différents. Alors, il faut savoir que ces deux champs de force-là, sur la structure du nitrate d'uranyle en phase aqueuse, on a exactement la même structure. Mais les deux champs de force donnent vraiment des différences au niveau thermodynamique et ça, c'est important de pouvoir le vérifier. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour la phase aqueuse. Donc pour la phase aqueuse, on a quand même maintenant une bonne, comme l'a dit Jean-Pierre, une bonne représentation et une bonne idée de ce qui se passe dans cette phase. Et un des challenges ces dernières années, ça a été de comprendre ce qui se passe en phase organique et de pouvoir modéliser un peu tous les mécanismes qui sont impliqués dans l'extraction au niveau de la phase organique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours une approche multi-échelle. On essaye toujours de relier toutes les échelles de modélisation entre elles. Donc, pour la phase organique, on commence avec l'échelle moléculaire, où on regarde un peu la structure moléculaire des agrégats qu'on va former en phase organique. Donc, ici, on a l'exemple d'un sel de nitrate de lantane, je crois, en présence de molécules de DMDO-HEMA, donc la molécule qu'a présentée tout à l'heure Laurence. En phase organique, c'était dans de l'heptane. Et pour vérifier en fait qu'on reproduit bien, déjà rien que la structure en phase organique, on compare nos simulations dynamiques moléculaires à typiquement de la caractérisation expérimentale, donc à de l'EXAFS, ou même à des données de SAXS, qui va nous donner des informations sur la structure supramoléculaire des solutions. Une fois qu'on a validé en fait, nos champs de force à cette échelle-là, on va pouvoir les utiliser pour vraiment aller vers la thermodynamique et vers les propriétés thermodynamiques des ions en solution. Donc ici, récemment, on a développé un modèle thermodynamique sur l'agrégation qui nous permet de calculer directement la CAC et les propriétés osmotiques. Donc c'est un modèle qui est basé en fait sur la formation d'agrégats. Donc ici, on va compter les différents types d'agrégats. Alors ici, c'était juste un système où il y avait de l'eau, des molécules de DMDO-HEMA dans de l'heptane. Et on regarde un peu la répartition de tous les agrégats qui sont formés. Et connaissant la répartition de ces agrégats, on peut remonter directement aux propriétés thermodynamiques. On s'intéresse également en phase organique à des propriétés thermodynamiques, mais qui sont plus liées cette fois-ci aux effets de courbure des interfaces. Parce qu'en fait, quand on va former les agrégats, on va avoir la formation d'un cœur polaire et d'une couronne apolaire autour de ce cœur polaire. Et on s'intéresse à comprendre, en fait, à caractériser les phénomènes de courbure de ces cœurs polaires, qui vont pouvoir être utilisés pour deux types de modélisation. On s'intéresse également, cette fois-ci, à la courbure qu'il y a entre les deux phases, donc là, vraiment la phase eau et la phase huile, en comparant notre simulation de dynamique moléculaire avec des modélisations plus mésoscopiques. Et donc, on a un bon accord entre ces deux types de modélisation. Donc maintenant, on a une bonne idée moléculaire de ce qui se passe en phase organique, mais cette approche moléculaire ne va quand même pas nous donner toutes les informations dont on a besoin pour le génie chimique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser toutes ces propriétés moléculaires et on va les utiliser comme paramètres d'entrée dans des modèles mésoscopiques, donc à plus grande échelle. Donc, typiquement, ces dernières années, on a développé à l'ICSM un modèle basé sur la théorie des microémulsions, où en fait, on va représenter nos solutions par des champs gaussiens aléatoires et en ayant comme paramètre d'entrée justement tous ces paramètres de courbure qui sont déterminés à l'échelle moléculaire. Et donc, grâce à ce modèle-là, on va pouvoir accéder dans un premier temps à la représentation 3D des solutions. Donc ici, on n'est plus du tout à l'échelle moléculaire, on est vraiment à l'échelle mésoscopique. Là, on a des boîtes de simulation qui font à peu près 300 nanomètres de côté. Et grâce en fait à cette modélisation-là, on va pouvoir directement calculer de la diffusion, des spectres de diffusion qu'on peut comparer aux expériences. Et comme on va connaître l'énergie de chaque simulation, on peut changer, changer la composition de la microémulsion en faisant varier la quantité d'eau, d'huile et de surfactant et calculer à chaque fois l'énergie associée. Et connaissant l'énergie associée de toutes ces compositions, on peut calculer directement un diagramme de phase ternaire qu'on peut comparer aux expériences et qui sont directement mesurables. En modifiant ce modèle de microémulsion,
en prenant en compte cette fois-ci l'absorption des ions à l'interface entre l'eau et l'huile, on peut regarder la sélectivité entre deux ions, par exemple un petit ion et un plus gros ion. Et on peut calculer comme ça la CAC en fonction de la complexation, donc de l'absorption des ions à cette interface-là. On peut également avoir accès à l'énergie au delta G d'extraction aussi, en fonction de la complexation et de l'absorption des ions à l'interface. Donc ça, ce sont des modèles qui sont à l'échelle mésoscopique, mais on va dire à la petite échelle mésoscopique. Et donc, on peut étendre ces modèles-là vers une échelle encore plus, je ne dirais pas macroscopique, parce qu'on reste toujours dans le mésoscopique, mais dans le grand mésoscopique, puisque maintenant, on va connaître tous les phénomènes pris séparément, de l'échelle moléculaire jusqu'à la petite échelle mésoscopique, qui sont à l'origine de l'extraction. Donc, on va pouvoir tous les combiner pour pouvoir mettre en place, cette fois-ci, des modèles de génie chimique qui vont prendre en compte tous ces modèles. Donc, récemment, on a montré qu'en fait, la complexation n'expliquait pas entièrement l'extraction. Parce qu'en général, on va dire que l'extraction d'un ion d'une phase aqueuse vers une phase organique est due à sa complexation avec les molécules extractantes qui vont l'emmener de la phase aqueuse vers la phase organique. Dans ce cas-là, en sachant qu'on a des constantes d'extraction qui sont quand même relativement faibles, pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir désextraire en fait l'ion qu'on a extrait, parce que c'est le but. Donc on a forcément des constantes d'extraction qui sont faibles, mais si on a des constantes d'extraction qui sont faibles et qu'on considère que la complexation, que l'extraction est la complexation, ça veut dire qu'on va avoir des constantes de complexation qui vont être faibles. Si ces constantes de complexation sont faibles, en fait, on ne va pas du tout pouvoir extraire. C'est un peu le chien qui se mord la queue. Donc, ça veut dire que si on veut pouvoir extraire, il faut une forte complexation, mais qu'il va y avoir d'autres termes qui vont contrebalancer cette forte complexation pour pouvoir avoir des constantes d'extraction qui sont faibles pour pouvoir les désextraire ensuite. Et donc, c'est ce qu'on a montré il y a quelques années, c'est qu'on a la complexation ici. Donc, si on avait l'extraction qui était égale à la complexation, on aurait ici une énergie, par exemple, si on considère une énergie de complexation de moins 40 kT, on aurait forcément une énergie d'extraction de moins 40 kT. Alors, on sait qu'on va avoir une énergie de l'ordre de moins 2 kT. Et en fait, on a montré que c'était toutes ces contributions en plus qu'on avait rajoutées, donc la dispersion, des effets d'interaction entre les images, d'interface et également de chaînes, qui vont contrebalancer cette complexation. On a pu également mettre en œuvre très récemment un modèle thermodynamique qui explique la synergie. Donc en fait, dans le cas de la synergie, on a généralement deux molécules extractantes qui vont s'associer et l'extraction qui va être faite avec ces deux molécules extractantes va être supérieure à la somme des deux extractions qui seraient faites en utilisant juste une seule de ces deux molécules. Et en fait, on a montré récemment que la synergie pouvait s'expliquer par l'entropie et plus précisément par la position des molécules extractantes au sein d'un agrégat. C'est-à-dire qu'en fonction de la position ici, par exemple, de la molécule A et de la molécule B, on ne va pas du tout avoir le même type de synergisme. Et on utilise en fait ce modèle-là pour pouvoir quantifier plus précisément qui contrôle l'extraction. Donc, on a montré que, par exemple, on avait ici, dans le cas de l'extraction du néodyme, de l'europium, avec des molécules de DMDOHEMA et d'H2EHP, on était capable d'établir dans quel domaine le DMDOHEMA contrôlait l'extraction ou la molécule d'H2EHP, ou alors le mélange des deux. Et donc, c'est un modèle qu'on utilise beaucoup ici à l'ICSM pour essayer de comprendre tous les résultats expérimentaux d'extraction qui sont obtenus. Donc voilà, donc pour terminer, juste pour rappeler que c'est important de regarder ce qui se passe à l'échelle mésoscopique, parce que c'est sûrement à cette échelle-là que se passent beaucoup de phénomènes, notamment tout ce qui peut se passer aussi aux interfaces. Et en fait, on ne peut pas directement faire le lien entre le moléculaire
et le génie chimique. Donc voilà, donc je vous remercie et puis je remercie tous les gens qui ont collaboré et tous les projets qui nous ont financés pour essayer de mettre en œuvre en fait toutes ces approches multi-échelles pour mieux comprendre l'extraction liquide. Donc je vais repasser la main à Jean-Pierre pour la suite. D'accord, oui. Merci Magali, merci Laurence. Alors je vais essayer de reprendre la main. Là. Ah, comment Voilà. Bon. Donc, maintenant, nous allons nous intéresser à un exemple de modélisation d'équilibre liquide-liquide qui a trait à l'extraction de l'ion-uranyle par le TBP. Alors, on a parlé de ce système d'extraction il y a un petit moment. Et il est employé dans le procédé Purex, qui est donc l'acronyme de plutonium, uranium, réduction et extraction, et qui avait été publié en 1949 aux États-Unis. Il est employé dans l'industrie nucléaire, en particulier à La Hague, pour l'étape de récupération de l'uranium et du plutonium dans les déchets radioactifs. Ce procédé met en œuvre une phase aqueuse d'acide nitrique concentré de l'ordre de 5 à 7 mol par litre, en contact avec une phase organique composée d'un hydrocarbure, comme le kérosène ou un mélange d'isomères du dodécane, et qui contient du TBP à environ 30% en volume. Alors, l'intérêt d'une modélisation des équilibres de partage pour ce système, et pour d'autres du même genre d'ailleurs, réside d'abord dans le monitoring des étapes d'extraction dans les extracteurs industriels pour une analyse rapide de leur fonctionnement et pour solutionner aussi rapidement des problèmes éventuels qui peuvent surgir, comme par exemple prévenir des accidents de criticité. Alors, je vais vous présenter maintenant un travail que nous avions réalisé sur ce sujet en collaboration avec le CEA en 2011. Alors, les difficultés dans cette modélisation étaient que, comme on l'a dit auparavant, que tous les composants de la phase aqueuse sont extraits, c'est-à-dire non seulement l'uranyle, mais aussi l'acide nitrique et l'eau. Et de plus, on a peu d'informations sur l'organisation de la phase organique, et en particulier sur la spéciation, à part la présence du complexe apparemment majoritaire qui implique 2 TBP par uranyle. Alors donc là, le défi était de décrire le partage de tous les composants entre les deux phases. Mais heureusement, on ne partait pas de rien. Il y avait eu des études sur l'extraction de l'acide nitrique par le TBP depuis les années 50 en Angleterre et en URSS, par Mackay et le célèbre Rosen en URSS, et aussi par Naganawa au Japon à la fin des années 90. Le modèle de Naganawa était apparu particulièrement intéressant parce qu'il était à la fois assez simple, complet, capable de décrire à la fois l'extraction de l'acide et de l'eau, et précis. Donc la question était de savoir si on pouvait étendre ce modèle au cas de l'extraction de l'uranyle. Alors voyons de plus près le modèle que nous avons développé. Donc, de façon similaire au modèle de Naganawa, nous avons supposé que les complexes se forment en phase organique selon cette réaction, là encadrée en jaune, dans laquelle la barre au-dessus d'une espèce signifie qu'elle est en phase organique. U représente le nitrate d'uranyle, grand A, c'est l'acide nitrique, W, c'est l'eau, et T, le TBP. On peut alors appliquer la loi d'action de masse pour la formation d'un complexe qui a une stoichiométrie dénotée par petit t, petit m, petit a et petit h, qui représentent respectivement donc les nombres de TU, A et W dans le complexe. Les petits a désignent bien sûr les activités des composés en phase organique ou en phase aqueuse ou organique. Alors, les écarts-idéalités dans la phase aqueuse ont été décrits de la façon suivante. Alors là, j'ai écrit les activités de l'acide nitrique, donc comment on peut le calculer.
l'activité du nitrate d'uranyle, et dans lesquels donc gamma et gamma U sont les coefficients d'activité stéchiométrique de grand A et de grand U, c'est-à-dire de l'acide nitrique et du nitrate d'uranyle. Et ils ont été calculés à l'aide du modèle de Pitzer étendu, dans lequel l'énergie Gibbs est donnée de la façon suivante. La part, ici, c'est le terme de Gibbs pour l'équation de Pitzer de base, disons, dont Jean-Charles avait parlé tout à l'heure. Plus un terme ici qui est un développement en fonction de la force ionique et qui fait intervenir des paramètres, ici des paramètres ajustables d'ordre n, donc les grands Q. Alors, voyons maintenant comment nous avions décrit les écarts à l'idéalité en phase organique. Pour cela, nous avons fait appel à l'approximation classique qui avait été introduite par Dolezalec en 1908 et qui avait été développée ensuite par Scatchard en 1921, qui consiste à dire que les écarts à l'idéalité proviennent, dans la solution, dans la phase organique, proviennent principalement de l'association des espèces qui mènent à la formation des complexes. Bon, bien sûr, la liaison chimique, c'est l'interaction la plus forte qu'on puisse imaginer, en plus des interactions physiques éventuelles. Donc, en d'autres termes, on fait l'approximation que les interactions entre espèces de nature physique donc, ont moins d'influence que la formation des liaisons chimiques entre les espèces. Et c'est pour cette raison qu'on qualifie souvent ce modèle de modèle chimique par opposition aux interactions qui sont de nature physique, encore une fois. Donc, à ce propos, Scatchard avait parlé de façon un peu assez claire de semi-idéalité. Donc, dans ce cadre, on est amené naturellement à supposer que la phase organique se comporte comme un mélange idéal, comprenant le solvant et les complexes, ce qui amène à écrire que l'activité d'une espèce X est égale à sa fraction molaire vraie, que j'ai représentée ici, qu'on appelle aussi true mole fraction en anglais, et qui est définie de cette façon comme le rapport de la concentration de l'espèce X sur la somme des concentrations de toutes les espèces qui sont effectivement présentes en solution. C'est-à-dire les espèces libres, comme par exemple le diluant ou du TBP libre, et aussi et les complexes. Donc. Alors, notons que ce formalisme est classique pour les mélanges de liquides. C'est par exemple celui qui est exposé dans le célèbre livre Thermodynamique chimique de Prigogine et Defay qui était paru en 1950. Et il évite les problèmes liés aux variations de volume de la solution à pression constante. Et on peut remarquer aussi qu'il satisfait la relation de Gibbs du M, dont je l'ai démontré rapidement ici, parce que la somme des true mole fractions, là, elle est égale à 1 en permanence. Et on peut remarquer que ce n'est peut-être pas le cas, ça n'aurait peut-être pas été aussi simple, et on aurait peut-être abouti à une sorte de peut-être une incohérence thermodynamique si on avait pris les concentrations au lieu de prendre les fractions molaires vraies. Alors, la procédure de résolution de ces équations était assez complexe. Bon, je vais passer assez rapidement, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous pourrez la trouver dans l'article, les références de l'article que je vous indiquerai un peu plus tard. En résumé, on peut dire que pour un ensemble donné de complexes et des conditions expérimentales données pour les quantités totales d'uranium, d'acide, d'eau, de TBP, etc., et de diluant, on peut obtenir le paramètre cité donc pour le TBP en résolvant une équation dans laquelle on utilise les masses volumiques expérimentales, les masses volumiques des solutions. Et à partir de là, on peut calculer les concentrations de U, de A et de W globales en phase organique et qu'on peut alors les comparer avec les valeurs expérimentales qui ont été mesurées. Bon, les valeurs des constantes thermodynamiques ont été, pour chaque complexe, ont été optimisées en utilisant une procédure de minimisation globale des écarts entre les concentrations calculées et les concentrations expérimentales.
Alors, je montre un résultat donc, pour les activités en phase aqueuse. Donc, pour les binaires, là, pour le nitrate d'uranyle, l'acide nitrique, on obtient de bonnes descriptions. Et aussi pour les mélanges ternaires, de la même façon, simplement en ajustant 2 paramètres supplémentaires, Q, là, uniquement pour N égale 1, pour l'acide nitrique et pour le nitrate d'uranyle. Alors ensuite, on peut parler du partage en l'absence de métal. Alors, nous avons obtenu de bons résultats pour l'extraction de l'eau et de l'acide en introduisant, en plus du dimère du TBP qui était bien connu, 7 complexes différents qui font intervenir le TBP, l'eau et l'acide avec quelques complexes mixtes ici. Alors là, je vous montre sur ces 2 graphes-là des quantités d'acide et d'eau qui sont extraites en phase organique, donc en l'absence de métal, pour des concentrations d'acide qui vont jusqu'à 3 moles par litre et celle de TBP qui variait de 5,10-3 molaires jusqu'à 2 molaires en phase organique. Donc la description à ce niveau-là était très bonne. Ensuite, pour le partage en présence de métal, les expériences ont été menées au CEA, donc pour une teneur en TBP de 30% au volume comme dans le procédé Purex, et différentes concentrations d'acide et d'uranyle. Donc les concentrations totales en uranium, acide et eau ont été mesurées dans les 2 phases à l'équilibre. Alors du point de vue de la résolution numérique, des équations, les divers complexes impliquant l'uranyle ont été déterminés pas à pas dans la procédure de régression numérique. D'abord, on a trouvé le complexe majoritaire dont on a parlé avant, le T2U, conformément aux déterminations de la littérature. Et ensuite, à chaque pas, on a recherché le complexe majoritaire suivant en ajustant sa stéchiométrie, donc sa stéchiométrie donnée par ces nombres-là, et sa constante de formation associée grand K. Et aussi, on a, à chaque pas, donc on a réajusté les cas des complexes déterminés précédemment, parce qu'il fallait bien, puisqu'on introduisait une nouvelle espèce, il fallait bien réajuster. Mais ces cas des complexes précédents étaient supposés ne pas trop changer de valeur dans cette opération, bien sûr. Alors, cette procédure nous a mené à l'introduction de 6 complexes de l'uranium qui sont listés ici. Et ils ont été déterminés dans cet ordre de prédominance. On a identifié des complexes que l'on peut noter TNU, TNUA et TNUW avec petit n égale à 2 ou 3. On remarque qu'on n'a pas eu besoin d'introduire de complexes mixtes de type TNUAW qui fera intervenir toutes les espèces à la fois. On peut aussi remarquer qu'on a obtenu des valeurs des cas pour les complexes de l'uranium qui étaient grands, qui étaient de l'ordre de 10 puissance 3 à 10 puissance 5, ce qui indique une forte association métal-ligand, plus forte que pour l'association acide-ligand, alors acide-ligand, ou au ligand. Par exemple, si on regarde les cas pour les complexes T2W2 et T2AW, leur valeur est de l'ordre de l'unité, alors que celle pour donc, le complexe T2UW est de l'ordre de 10 puissance 4. Et ça, c'est pour des complexes qui contiennent tous les 3 autant de molécules de TBP et un même nombre stéchiométrique total de K, donc de 4. Et donc, on peut faire la comparaison de façon rigoureuse dans ce cas-là. Alors, je vous montre ici le résultat pour le nitrate d'uranyle. Pour l'extraction du nitrate d'uranyle en phase organique, on obtient ce résultat pour une concentration d'uranyle qui va jusqu'à 0,8 molaires en phase aqueuse et jusqu'à 6 molaires pour l'acide. Donc, là, on voit que l'accord avec les données expérimentales est très bon aussi. Alors ça, c'est le résultat pour l'acide nitrique. Donc, de même, c'est bon avec
Alors là, la quantité d'acide en phase organique, elle va jusqu'à 0,6, environ 0,4. Ça, c'est pour la quantité d'eau. La quantité d'eau totale, elle va jusqu'à 0,25, ici, mol par litre en phase organique. Et on voit qu'elle baisse de même que la précédente quand la quantité d'uranyle en phase aqueuse augmente, parce que donc, les complexes de l'uranium sont plus forts. Alors là, je vous montre un exemple de spéciation en phase organique pour une quantité d'acide de 3 mol par litre en phase aqueuse. Alors, on voit que le complexe T2U est majoritaire pour une concentration supérieure à 0,1 mol par litre en uranyle en phase aqueuse. Et en dessous de cette concentration, c'est le complexe T3U qui est majoritaire et qui domine légèrement là, le complexe T3UA. Alors, il est intéressant de noter que le complexe T3U a été trouvé aussi dans des simulations par dynamique moléculaire en 2017, c'est-à-dire après la publication de notre travail de modélisation en 2011. Alors, ce travail avait été réalisé au CEA et à l'ICSM à Marcoule. Alors, ce complexe T3U qui n'avait pas été proposé auparavant aurait cette structure, et avec le TBP ici qui serait monodenté et le nitrate qui serait mono ou bidenté. Donc, en conclusion de cette partie, sur la modélisation du procédé Purex, on peut dire qu'on a vu ici un exemple de modélisation des données de partage pour tous les composants, donc à l'aide d'un modèle thermodynamique plutôt simple. Les résultats, bien sûr, demanderaient à être confirmés par l'expérience. Et ce travail a été publié en 2011, donc vous pourrez avoir les références, vous pouvez trouver les références ici. Bon, voilà, on arrive à la conclusion globale. J'ai essayé d'accélérer un petit peu. Alors donc, la première conclusion, c'est qu'on peut dire que les phases organiques présentent des difficultés particulières qui rendent difficile la modélisation de leurs propriétés thermodynamiques. Au niveau des méthodes expérimentales, celles-ci fournissent des informations précieuses, mais elles sont parfois difficiles à interpréter. Elles nécessitent aussi des moyens techniques assez importants, avec des appareillages complexes et assez coûteux. Les méthodes de simulation sont devenues un puissant instrument de modélisation, comme vous avez pu le voir certainement avec l'exposé de Magali, pour la détermination de la structure de ces phases organiques. Elles représentent de plus en plus un outil indispensable et on peut parier que leur potentiel va aller croissant dans les années à venir. Bon, enfin, la modélisation analytique des propriétés thermodynamiques ne peut être faite, en tout cas pour l'instant, qu'à un niveau simplifié, dans le cadre de la thermodynamique chimique classique telle que présentée par Prigogine et Defay. Bon, enfin, dans le titre du webinaire, donc, il y avait le mot défi. Alors, on a essayé de présenter quelques défis pour l'avenir. Alors, pour les méthodes expérimentales qu'a présentées par exemple Laurence, donc ça serait par exemple de mettre en évidence des